Vous écoutez Faussaire, épisode 10. Robert Driessen, deuxième partie. L'art est la chose que j'aime le plus au monde. Robert Driessen, Je lui ai consacré toute ma vie. Faussaire. J'aime penser à l'art. J'aime tout ce qui a trait à l'art. C'est véritablement une passion. Depuis l'affaire des faux Giacometti, l'auteur des contrefaçons s'est définitivement retiré sur l'île de Koh Samui, en Thaïlande, un pays qu'il aime depuis toujours. Robert Driessen s'est découvert des talents de copiste très jeune, en travaillant dans le magasin d'antiquités de son père aux Pays-Bas. Certains marchands d'art peu scrupuleux demandaient déjà à l'adolescent de reproduire de charmants paysages hollandais afin de les revendre à de petits collectionneurs. Aujourd'hui, l'ancien faussaire a arrêté ses activités légales et continue à peindre et sculpter dans le style des artistes qu'il admire, mais désormais comme un simple passe-temps. Voici mon atelier. Ici, c'est ma table d'écriture. Là, mon chevalet. C'est ici que je travaille. J'admire ces artistes et, en les copiant, je me glisse un peu dans leur peau. Jackson Pollock est l'un de mes peintres préférés. Il était tellement en avance sur son époque. J'admire ces artistes qui font bouger les lignes, qui créent du neuf, ce que je n'ai jamais réussi à faire, heureusement ou malheureusement. J'aurais aimé être aussi brillant qu'eux, mais je dois me contenter de les copier. Dali, réalisé non par Dali, mais par Robert Driessen. La reine de Lucien Freud. Banksy. J'ai vaporisé des Banksy partout sur l'île. Les gens me le demandent et me les échangent contre une bouteille de vin. Liechtenstein et Gestel. Bonnard. Voici un Sluiters. Jan Sluiters est aussi un artiste hollandais. Et puis bien sûr mes sculptures. Les Giacometti et des dessins aussi. Le chariot. Et le nez. Un portrait de Diego. La sculpture de l'homme qui chancelle. Des sculptures en bronze, l'homme qui marche, un petit homme qui marche et Annette. L'homme qui pointe attire tout de suite mon regard. Je l'ai copié si souvent. On me commandait tout le temps de nouvelles versions. Et puis, bien sûr, il y a l'homme qui marche, le grand homme qui marche, et aussi l'homme qui marche numéro 2, qui est si célèbre. Je les aime tous. Je les aime vraiment tous. C'est à la fois tellement simple et tellement direct. Je me souviens que c'était en 1995. J'avais décidé de faire une immense sculpture de Giacometti. À cette époque, j'avais déjà lu beaucoup de choses sur lui et j'avais constaté qu'il n'avait jamais fait de très grandes sculptures, étant donné la taille de son atelier. Alors je me suis dit, je vais le faire pour lui. Et c'est ainsi que j'ai commencé. J'ai fait un Giacometti qui mesurait 3,50 m. Et quelques années plus tard, j'en ai fait un tirage en bronze. C'était très beau. Une grande femme debout de presque 3,50 m. Quand je l'ai terminé, je me suis demandé qu'est-ce que Giacometti en aurait pensé. J'avais constamment ça à l'esprit. Surtout au moment du moulage et de la patine. Et j'ai adoré le résultat. Je l'ai vraiment adoré. Et je suis sûr que lui aussi en aurait été satisfait. J'ai rencontré Herbert Schulte lorsque j'ai vendu cette fameuse grande sculpture.
À l'époque, je ne trouvais pas de clients pour ce genre de pièces. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Je pense que j'ai l'homme qu'il vous faut ». Il est venu avec Herbert Schulte. Ils ont regardé la sculpture et l'ont vraiment beaucoup aimé. J'en ai obtenu un bon prix. Pas très élevé, mais correct. Et ensuite, Herbert Schulte est venu me demander « Avez-vous d'autres Giacometti ?» Je n'en avais pas, mais je lui ai dit oui. J'ai ajouté « Je dois m'organiser pour les faire venir. Pouvez-vous m'envoyer un courriel ou me recontacter dans quelques semaines ?» Et c'est ce qu'il a fait. Entre-temps, j'avais fabriqué une dizaine de Giacometti plus petits. Je les avais patinés et je me disais « Ma foi, ils sont plutôt pas mal. » Lorsque Schulte est revenu, il a été stupéfié. Puis il m'a demandé le prix et il n'a pas dit « Quoi ? Autant ?» Non. Il a dit simplement « Bon, d'accord, voilà votre argent. » Et par la suite, il a commandé d'autres bronzes. Mais il ne demandait jamais « Est-ce des originaux ?» Il se contentait de dire « Ce n'est pas la signature de Giacometti. » Et je répondais « C'est vous qui le dites ?» Et il ne me demandait rien de plus. C'était comme un jeu. Un jour, il m'a annoncé qu'il voulait créer une immense galerie d'art au Portugal, avec hôtel, casino, restaurant et concerts. Il a ajouté « J'ai besoin de 1500 Giacometti pour cette galerie. » J'étais stupéfait et heureux, parce qu'au début du millénaire, le marché parallèle se portait mal. Il n'avait presque plus de travail. Et puis Schulte est arrivé en disant « Je veux 1500 Giacometti ». À ce moment-là, je n'en avais fait que 300. C'est pourquoi, à quelques rares exceptions, j'ai essentiellement fabriqué des Giacometti pendant des années. Quand j'ai proposé mon premier homme qui marche à Schulte, il l'a trouvé remarquable et m'a donné beaucoup d'argent. Puis il a ajouté « Et la statue de l'homme qui pointe, pourriez-vous vous la procurer aussi ?» Je lui ai répondu « Je peux toujours essayer. » Et c'est ainsi que j'ai fabriqué l'homme qui pointe. Et l'homme qui chancelle, j'ai dit « Eh bien, je peux toujours essayer. » Et puis j'ai continué avec des œuvres comme la forêt, la cage, le nez, un peu de tout. À partir de là, j'ai vraiment tout fait. J'ai dû faire quelques séries à l'époque. Je faisais des séries de 8 ou 9 pièces identiques. Parce que je ne savais pas comment atteindre 1500 sculptures. Et Schulte était ravi parce que le nombre de sculptures augmentait plus rapidement. L'antiquaire de Mayence récupérait au fur et à mesure la production que Robert Driessen effectuait aux Pays-Bas. Les deux hommes se retrouvaient à la fin de chaque semaine sur une autoroute près de la frontière pour procéder à la livraison en Allemagne. Il commandait les sculptures et je les réalisais. Tous les dimanches matins à 6 heures, je les mettais dans ma voiture, je rejoignais l'autoroute A3 et je m'arrêtais sur une aire du côté allemand. Il y avait un grand parking où je pouvais décharger les sculptures. Les rendez-vous de l'autoroute A3 ont continué même après l'installation du faussaire en Thaïlande. À partir de 2005, Robert Driessen revenait chaque mois en Hollande pour fabriquer les pièces en 5 ou 6 jours et les livrer aux marchands insatiables à la fin de la semaine. J'ai travaillé sans arrêt toute la semaine pour pouvoir patiner les sculptures le samedi. Puis je mettais tout mon travail dans ma voiture le dimanche matin et je partais faire ma livraison sur l'A3. Ensuite, je devais retourner en Hollande pour prendre l'avion et rentrer en Thaïlande. Et je recommençais ça chaque mois. À partir du moment où il a commencé à produire beaucoup et très vite, la qualité des contrefaçons a diminué de manière significative. Roderich Martis,
juge au tribunal de Stuttgart. Ce sont des pièces qui, par la suite, n'ont même pas été offertes aux acheteurs les plus crédules et sont restées entreposées dans la cave de Mayence. De toute évidence, tout le monde, y compris les membres du gang allemand, s'est rendu compte que la qualité des sculptures n'était plus suffisante pour les mettre sur le marché. Ces pièces bâclées étaient d'ailleurs trop éloignées de l'œuvre d'Alberto Giacometti pour que nous soyons en mesure d'établir que les droits d'auteur avaient été réellement violés. En Allemagne, le département de la police scientifique de Stuttgart a tenu à conserver certaines sculptures du faussaire hollandais, non seulement comme pièces à conviction, mais aussi comme support pédagogique pour les jeunes recrues de la brigade du commissaire Schöller. Ici, nous avons 2 femmes debout. Ernst Schöller, commissaire principal de la police criminelle du Bade-Württemberg. Et là, le célèbre homme qui marche. En fait, cette figure n'est pas une copie fidèle d'une œuvre de Giacometti, mais elle est réalisée dans le style de l'artiste, dans une forme presque identique. Ses proportions sont différentes, mais il faut préciser, ce n'est qu'une déclinaison de plus. Dans l'œuvre originale de Giacometti, l'homme qui marche existe déjà en plusieurs grandeurs. Nos faussaires ont donc ajouté 2 ou 3 tailles supplémentaires. On peut donc en trouver une de 50 cm, une de 1,30 m, une de 2 mètres et une autre encore un peu plus grande. Qu'est-ce que c'est moche? C'est tout mou, c'est de la cire perdue, molle. C'est pas possible, ça, c'est pas du tout... Dans le détail, Alberto. Gilles Perrault, expert en objets d'art. Alors, ce qui est extraordinaire avec Driessen, c'est qu'on voit toujours ses empreintes digitales. Il a de gros doigts, il a de gros pouces, et il a toujours des empreintes digitales qui se gravent bien dans la matière. Ça, c'est un peu mieux parce que c'est retravaillé. On ne sent plus que les doigts, il y a tout un travail au couteau, à la spatule, et principalement au couteau, et cette tête est plus nerveuse, elle est un peu plus dans l'esprit d'Alberto. Les signatures sont belles, elles ont été faites franchement. Alors sur ces exemples qui sont pris de près, c'est intéressant parce que on voit énormément de bulles. Ça veut dire que le travail n'est pas très poussé. Il y a des bulles de cire un peu partout, de micro-bulles. Driessen, c'est un plagiat. Il n'y a pas la sensibilité dans le détail, dans l'œuvre. C'est un bon copiste par moment, parce qu'il s'est pris au jeu, puis ça valait beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le créateur, ce n'est pas celui qui a mis ses tripes, qui a souffert, on ne sent pas vraiment toute la création et la création avec toutes les souffrances que Alberto a eues quand il travaillait. Le fabricant néerlandais avait une particularité. Roderich Martis. Dans la signature, il plaçait la ligne des 2 T de Giacometti bien au-dessus du nom, ce qui n'est à l'évidence pas le cas sur la signature originale. C'était une de ses caractéristiques. Il a lui-même reconnu plus tard que c'était sa façon d'apposer sa propre signature. Mais cela nous a pris beaucoup de temps pour comprendre tout cela. En 2006, le faussaire n'était toujours pas identifié. Et le détective hollandais Arthur Brandt était bien décidé à démasquer celui qui inondait le marché européen de ses contrefaçons. Son réseau lui avait permis de découvrir que l'homme était un compatriote qui vivait par le plus grand des hasards à quelques kilomètres de chez lui. Bien sûr, Driessen était très prudent. Mais j'ai été présenté par Van Rijn, un de ses anciens clients, qui l'a prévenu. Arthur Brandt, détective privé et historien de l'art. Un type va venir te voir. Il représente un collectionneur russe très riche. Essaie de lui vendre quelque chose. C'est ainsi qu'on m'a présenté. Et Driessen a accepté de me recevoir. Je me suis donc rendu chez lui. Il se tenait là devant moi et il restait sur ses gardes. Il a dit « Que voulez-vous exactement ?» J'ai dit « Ce grand collectionneur russe m'a demandé de trouver des Giacometti et des Rodin. Mais de bonnes pièces, des vraies. » Alors il m'a répondu « Eh bien, vous êtes au bon endroit. »
Il a dit, je m'en souviens très précisément, qu'il tenait toutes ces pièces d'un héritage familial. Je savais que c'était des foutaises, bien sûr. Il me mentait et je lui mentais. Mais moi, je savais qu'il mentait. Et lui ne savait pas que je mentais. Il a alors commencé à me montrer des pièces. Je les ai regardées et j'ai pensé, oh mon Dieu, si ces pièces étaient authentiques, ce serait un véritable musée. À ce moment précis, je me suis dit, tout le monde cherche ce faussaire, mais personne ne connaît sa nationalité, ni ne sait s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Rien. Je me tenais là et je me disais, mon Dieu, il faut que je trouve un moyen de le photographier. Mais il me dit, vous savez, je suis un collectionneur très riche, donc vous pouvez prendre des photos des pièces pour vos clients russes, mais attention, ne faites pas de photos de moi. Tandis que je faisais les photos, à un moment donné, j'ai regardé vers le coin de la fenêtre et j'ai pensé, si je me déplace d'1 mètre vers la gauche, je peux faire une photo de cette statue avec Driessen dans le reflet de la vitre. Et c'est là que j'ai fait cette fameuse photo, la première image du mystérieux faussaire, sur lequel on allait enfin pouvoir mettre un visage. Je l'ai envoyé par mail à la police allemande, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Vous venez d'écouter un épisode de Faussaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Vous écoutez Faussaire, épisode 11. Robert Driessen, 3e partie. Le lien entre notre enquête et M. Driessen s'est tout simplement fait grâce à une série de virements bancaires que nous avons découverts. Ernst Schöller, commissaire principal de la police criminelle du Bade-Württemberg. M. Schulte versait régulièrement sur un compte thaïlandais plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous savions que beaucoup de bijoux et de montres étaient envoyés en Thaïlande par colis postal. Nous avions aussi une adresse en Thaïlande. Et puis nous avons trouvé au domicile de M. Schulte et de M. Senke des photos de Robert Driessen en Thaïlande, devant sa cabane sur la plage. Nous avions tellement de soupçons que nous avons obtenu un mandat d'arrêt international. Nous n'imaginions pas, même dans nos rêves, que nous parviendrions aussi vite à M. Driessen. Mais pour finir, il est tombé à cause de sa trop grande confiance en lui. Son arrestation a même pris un tour pour le moins ironique. Le mandat d'arrêt contre lui ne pouvait être appliqué en Thaïlande. Mais Driessen avait tenu à rentrer chez lui pour passer Noël en famille et rejoindre sa femme qui était retournée vivre aux Pays-Bas. Il s'était imaginé que s'il prenait un vol direct de Bangkok à Amsterdam sans passer par l'Allemagne, rien ne pouvait lui arriver. Il n'a pas réalisé que si en Thaïlande, personne ne peut être extradé sur la base d'un mandat d'arrêt international, les Pays-Bas, en revanche, font partie de l'Europe et qu'un mandat d'arrêt international peut y être exécuté. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport d'Amsterdam, Driessen a été arrêté pour de bon, comme dans les films, puis mis en garde à vue et extradé à Stuttgart, en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils ont fait vite le procès, pour pas le relâcher, et que c'est pour ça que j'ai été convoqué assez rapidement, et j'y suis allé. Gilles Perrault, expert en objets d'art. Je vais à Munich, je me retrouve devant une sculpture, un homme qui marche, d'Alberto, assez grand, à peu près 80 cm. Puis on me demande ce que j'en pense. Je regarde la pièce, je dis, c'est pas une pièce authentique. Je dis, regardez, vous voyez, ça a été fait en
maximum, cette sculpture, elle a été faite, elle est en 2 heures, 3 heures, maximum. Alberto, parce que c'est des grands coups, Alberto était un maniaque du détail. Et il revenait sans cesse sur ses œuvres. Mais sans cesse. Il faisait des petits coups, il revenait, il reprenait avec un petit canif, il reprenait sans arrêt. Ça, c'est trop large, c'est trop rapide. Et je voyais là, ici, vous avez 2 coups comme ça. On voyait bien dans la terre qui avait servi à faire le bronze. Regardez, ça, c'est des pouces. Et j'ai dit, c'est des pouces énormes. Alberto, il n'a pas des pouces comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un. Mais comment vous voyez que c'est des pouces? J'ai dit, parce que je sais, écoutez, vous voyez le tracé comme ça, on sent que le pouce revient comme ça, il remonte, et de l'autre côté, pareil. Et je fais les gestes, etc. Et puis, bon, je continue, et on me remercie. Et la cour me dit, monsieur l'expert, veuillez rester, nous avons une surprise. Je dis, bon, je reste. Et arrive un individu, un grand monsieur, avec 2 gardes. Puis j'apprends qu'il s'agit de monsieur Driessen. Et que c'est lui. Il dit, oui, c'est moi qui ai fait cette pièce. Ah! Et tout de suite, je regarde ses pouces. Alors, c'est un homme qui doit bien faire 1m90. Hein. Il est grand, et il a des pouces énormes. Et là, je regarde les avocats qui me font bravo. Pendant le procès, il nous a donné l'impression d'être honnête d'une certaine façon parce qu'il a tout avoué. Roderich Martis, juge au tribunal de Stuttgart. Mais d'un autre côté, il a commis des actes répréhensibles en reproduisant de fausses sculptures dont il savait qu'elles seraient vendues comme authentiques. Là, on ne peut plus parler d'honnêteté, bien sûr. C'est pourquoi je garde une impression mitigée. Pendant toute la durée du procès, les juges ont décidé de mettre l'accent sur la fraude commerciale, plutôt que sur la contrefaçon elle-même, en condamnant les 2 marchands à des peines plus lourdes que le faussaire hollandais. Schulte, le cerveau de toute l'affaire, a été condamné à 7 ans de prison. Lothar Senke, considéré comme le principal revendeur et aussi signataire des faux certificats, a écopé de 9 ans. Robert Driessen sera condamné à 5 ans, dont il purgera 2 ans à la prison de Stuttgart, avant d'être relâché pour bonne conduite. Driessen a fabriqué des faux, mais d'un autre côté, il ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas une forte demande. Arthur Brandt, détective privé et historien de l'art. Je ne dis pas que Driessen est innocent, bien sûr que non, c'est même un escroc. Mais une partie du monde de l'art, soi-disant légal, où tous ces gens marchent, parlent comme ça, était aussi impliqué. Je connais de très grands noms dans le monde de l'art qui ont passé commande à Driessen, directement ou indirectement, sachant que ces pièces étaient des faux. Cette escroquerie n'a évidemment pu fonctionner que parce que les prix des sculptures originales de Giacometti sont extrêmement élevés. Roderich Martis. C'est cette opportunité que les auteurs ont exploitée. Certains clients acquéraient des sculptures qui n'étaient pas officiellement reconnues par la Fondation, en espérant être un jour en mesure de prouver que les pièces qu'ils avaient achetées venaient effectivement du fonds Diego Giacometti. Le marché de l'art, y compris le marché parallèle, est aussi basé sur la spéculation. Vous pouvez gagner de l'argent en ayant des sculptures sans certificat d'authenticité officielle, mais en obtenant un certificat d'un comte impérial, avec une histoire fabuleuse qui atteste que les œuvres sont bien d'Alberto Giacometti. Le problème du marché de l'art, c'est que le désir de faire beaucoup d'argent et de devenir riche est au premier plan, aussi bien chez les escrocs que chez les acheteurs, et qu'il n'est pas question d'art en réalité, mais seulement d'argent. Le monde de l'art, vu de l'extérieur, ressemble à quelque chose de fabuleux. Et il l'est, jusqu'à un certain point. Arthur Brandt. Mais quand on ouvre certaines portes, cela ne sent pas toujours très bon. Eh oui,
On bûche, on meule les signatures, les estampilles. C'est le chat qui se fait couper les pattes. Gilles Perrault. On son des faux. Pas très grave, mais quand même. Bon, voilà, c'est fondu dans les creusets. C'est impressionnant comme image. Ça retourne d'où ça vient. Ce lingot de bronze est vraiment le symbole de ce que nous avons vécu. Ernst Schoeller. On doit admettre qu'au niveau de la qualité de la fonte, c'était techniquement très bien fait. La contrefaçon était très réussie. C'est un souvenir incroyable. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Des jours comme ça n'arrivent qu'une fois dans une vie. Vous vous rendez compte, ces grands hommes qui marchent étaient coupés en morceaux avec une pince au moment même où les œuvres originales étaient vendues entre 100 et 150 millions d'euros sur le marché de l'art. Ici, les statues ont été détruites avec une force brutale pour être finalement réduites à ce lingot. Je dois dire que j'ai été très impressionné par la taille et la quantité des pièces. Pour ma part, de mon point de vue professionnel, en tant que fondeur, ça a été un privilège d'assister à tout ça. J'ai encore la chair de poule quand je pense à ce qu'on a détruit. Combien de temps passé et d'énergie dépensée à la fois pour les faussaires et pour la police. Ce n'est pas comme si c'était une histoire banale. Robert Driessen n'a plus jamais entendu parler des deux marchands allemands. Depuis sa sortie de prison, Herbert Schulte est retourné au Portugal et le comte Wallstein semble avoir disparu de la circulation. Retiré du monde, loin de l'effervescence et des manipulations du marché de l'art, l'ancien faussaire continue d'imiter les peintres qu'il aime tant, mais désormais pour son plaisir et en les signant de son nom. Vous venez d'écouter un épisode de Faussaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Matisse, Picasso ou Renoir, tous les grands peintres du XXe siècle ont été plagiés par Elmire de Haury. Pendant 30 ans, ce génial faussaire a dupé de prestigieuses maisons de vente, des collectionneurs et des musées du monde entier. Vous écoutez Faussaire, épisode 5. Elmire de Haury, première partie. Pour être simple, mais rien n'est simple avec Elmire de Haury. Et Michel Brodeau, écrivain. il est né soit en 1905, soit en 1906. Le 14 avril, un 14 avril c'est sûr, mais les papiers donnent les deux dates. Son nom, Elmire de Haury, est aussi totalement inventé puisqu'il est né Elmer Hoffman, mais a utilisé plus de 70 fausses identités comme Elmire d'Haury-Boutin, baron Elmire von Haury, Elmire Herzog, Louis Cassou, baron Elmire Hoffman, Joseph d'Haury, Louis Rénal, Joseph d'Haury-Boutin. Il naît à Budapest dans une famille de grossistes sans beaucoup de fortune, qui est même pauvre. Soucieux d'inventer sa mythologie, Elmire peindra même de faux tableaux de famille. Ici, vous avez le faux portrait de famille peint par Elmire. Scott Schweigert, conservateur du Reading Public Museum. Le représentant avec son frère. Les petites marinières et les élégantes chaussures en cuir donnent l'impression que ces enfants sont privilégiés. Mais on ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Il a inventé sa carrière artistique, tout comme il a contrefait sa propre identité. Il aurait beaucoup aimé pouvoir être un aristocrate, oui, ça c'est sûr. Guillemette Joris, meilleur ami d'Elmire. Mais il était un aristocrate du pinceau, alors pas plus mal, non? Après avoir étudié à l'Académie de Munich, il s'installe à Paris en 1926. Âgé de 20 ans, il étudie la peinture à l'Académie de la Grande Chaumière, aux côtés de Fernand Léger, son maître. Il investit un minuscule appartement du quartier Montparnasse. Il fréquente le Tout Paris des Arts à la Rotonde et au Café du Dôme. Cependant, sa vie est frugale. Elmire a la volonté de devenir un peintre reconnu, mais il se heurte à la complexité du monde de l'art. Léger et Vlaminck, ils ont fait des faux coraux et des faux Cézanne, eux aussi. Alors qu'est-ce que vaut un faux coraux peint par Léger ou un faux Cézanne peint par Vlaminck? On devient fou.
presque plus intéressant quand c'est 3 fois faux. Pour survivre, Elmire commet de petits larcins. Entre 1927 et 1938, il est condamné une dizaine de fois pour recel, chèque sans provision, faux en écriture, vol, escroquerie, usurpation d'identité. En tout, il écope de 16 mois de prison. Il s'échappe de ville en ville, Paris, Berlin, Charlottesbourg, Zurich, quand soudain, il décide de retourner en Hongrie, sa terre natale. La tension monte rapidement en Europe de l'Est et en mars 1938, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche. Moins d'1 an plus tard, il est fait prisonnier par les nazis et il est envoyé dans un camp de réfugiés en Transylvanie. Les nazis le soupçonnent non pas d'être juif, mais réalisent qu'il est homosexuel. Il fait le portrait du chef du camp. Ça plaît au chef de camp qui le laisse partir. Difficile de vérifier cette fable de libération sur un coup de pinceau. L'histoire d'Elmire oscillant en permanence entre réalité et duperie. Il est arrêté une seconde fois par les nazis. Après un court séjour en tant que prisonnier à Berlin, il réussit à faire croire qu'il n'est pas juif. Il s'enfuit à Budapest, où il se cachera la peur au ventre le reste de la guerre. Il a toujours vécu dans la peur, avec le besoin de se cacher. Selon ses dires, toute sa famille sera décimée pendant la guerre. Un sujet effroyable qu'Elmire enfouira toute sa vie. Complètement traumatisé et désargenté, il réussit à regagner la France avec de faux papiers et se réinstalle à Paris, rue Jacob, en septembre 1945. Il est alors âgé de 40 ans. Il tente de vivre la vie d'artiste à Montparnasse, place forte de la peinture des années 40. Elmire, à cette époque, vit toujours chichement. En d'autres termes, c'est la galère. Une rencontre va faire basculer sa vie. Un soir d'avril 1946, une aubaine frappe à sa porte. Lady Malcolm Campbell, une riche Anglaise rencontrée dans les vernissages chics de Saint-Germain-des-Prés, pénètre dans son petit appartement miséreux dont il peine à payer le loyer. Il m'a raconté un jour, lorsqu'il était à Paris, il n'avait plus un sou. Et il prenait les dernières pages de vieux livres pour dessiner dessus. Mais il avait sur le mur Pepe Rossello, ami d'Elmire. un dessin fait à la manière de Picasso. Et quelqu'un est arrivé. Quand il a vu ça, il a dit « Ah, vous avez cette chose-là, c'est un Picasso, ça, non? Voulez-vous vendre cette petite chose? Moi, je vous l'achèterai avec plaisir. » Et Elmire a dit « Mais... » Oh, c'était une chose personnelle qu'elle m'a fait comme cadeau, mais ce Picasso, je voudrais l'avoir pour moi. Hein. Et c'est à partir de cette époque-là qu'il a démarré quelque chose. Quel fripon! C'est un fripon, c'est un cabochard, c'est sûr, c'est sûr. Fasciné par Picasso, Elmire étudie avec pugnacité l'œuvre de Pablo. Il exerce son œil en écumant les expositions du maître. Après avoir dévoré tous les livres ayant trait à l'œuvre de Picasso, il peint des dizaines de tableaux dans sa petite chambre miteuse. À l'aube de ses 40 ans, Elmire décide d'accélérer sa réussite. Il rencontre Jacques Chamberlain, un jeune marchand âgé de 22 ans. Ils décident ensemble d'écumer l'Europe pour vendre de faux tableaux. Bruxelles, Amsterdam, Londres, Genève, Lausanne, Zurich, la Côte d'Azur. Ils arnaquent de riches galeristes et vivent grand train. Il existe une nuance entre une copie pure et une peinture à la manière d'eux. Elmire empruntait subtilement des éléments graphiques à tous les peintres qu'il copiait. Le réalisme de Picasso dans sa période bleue, l'onirisme de Chagall, la légèreté chic de Derain et le trait poétique de Matisse. Le dernier petit ami d'Elmire, Mark Forgy, défend ardemment le travail du faussaire. Mark Forgy, ancien compagnon d'Elmire. Ce Matisse était accroché dans la maison d'Elmire. Ce pastiche est un amalgame de différents motifs qui figurent souvent dans les œuvres de Matisse. Les fleurs, la nature morte sur la table, les tableaux à l'arrière-plan, les portes-fenêtres qui donnent sur un paysage, cette nappe rayée, le motif en losange sur le tapis.
Ce sont des figures que Matisse utilise dans ses œuvres. Elmire les a empruntées et a joué avec pour élaborer un Matisse très convaincant. Elmire est plein d'arrogance. Assuré de son génie, il se fâche avec Chamberlain et s'enfuit seul à Stockholm en février 1947. Il vend 5 faux dessins de Picasso pour une somme de $6 000, une vraie petite fortune pour Elmire. Une fois l'argent encaissé, il fuit la Suède et s'envole pour Rio de Janeiro, où il s'installe au Copacabana Hotel. Sur place, Elmire s'incruste dans la haute société brésilienne et réalise le portrait des puissants. Il jouit de la vie d'un expatrié fortuné. Frustré de peindre des croûtes impersonnelles, il s'installe à New York en avril 1947 avec l'idée fixe de devenir un grand peintre. La chance lui sourit enfin. La prestigieuse galerie Lilienfeld, située sur la 57e rue, lui offre sa première exposition en janvier 1948. Il se retrouve exposé aux côtés d'artistes majeurs comme Braque, Vlaminck, Dufy ou Chagall. Le rêve américain d'Elmire se réalise enfin. Malgré une tempête de neige le soir du vernissage, la galerie est pleine à craquer. Elmire est aux anges. Tout le milieu artistique new-yorkais s'est déplacé. Cependant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Malgré la chic affluence, Elmire ne vendra qu'un seul tableau. C'est un véritable camouflet doublé d'un échec financier. Il devient la risée du milieu de l'art new-yorkais. Elmire déprime. Elle n'a pas de quoi rembourser les frais engendrés pour l'impression du catalogue de l'exposition. Une déroute personnelle qui va déclencher sa soif de revanche. Comme à Paris, pour payer son loyer et couvrir les dépenses liées à son exposition ratée, Elmire décide de peindre à la gouache un tableau à la manière de Picasso. Le galeriste Klaus Perls sera sa première victime sur le sol américain. Comme tous les faussaires redoutables, Elmire a une technique de vente imparable. Il ne se présente pas comme un vendeur classique, mais comme un héritier gentleman en manque d'argent. Moi, je connaissais son côté qui me touchait très fort, d'une grande délicatesse, qui ne montrait pas toujours, parce qu'il pouvait être très blessant et très mordant. Lassé du froid new-yorkais et profondément marqué par l'échec de son exposition, Elmire décide, le cœur lourd, de s'envoler pour Los Angeles en 1948. Il part avec pour simple bagage du vieux papier, de l'encre de Chine et une plume. Quand il arrive sur la côte ouest, le petit réfugié hongrois est sans le sou. Pour payer son loyer, il doit s'abaisser à peindre une série de caniches roses ridicules qu'il écoule chez un décorateur bas de gamme. Il vivote. Très vite, ses vieux démons le reprennent. Armé d'une série de faux tableaux, il jette son dévolu sur Frank Perls, un fin galeriste réputé de la Cité des Anges. Elmire se fait passer pour un parent du célèbre critique d'art Maurice Raynal. Son alibi est parfait. Avec son panache habituel, il montre ses faux Renoir, Matisse, Picasso et Modigliani. Perls est littéralement bluffé par la qualité des tableaux. L'œil de Perls s'attarde sur un Matisse quand soudain il a une révélation. Tous ces tableaux ont été dessinés par la même main. Pas de chance pour Elmire, le frère de Frank n'est autre que Klaus Perls, le galeriste abusé de New York. Se rappelant la mésaventure arrivée à son frère, il réalise qu'Elmire est un marchand de faux tableaux et le jette dehors sans ménagement. Le marchand menace de le dénoncer aux autorités. Deory doit fuir la Californie. Après son étape californienne, le faussaire en fuite écluse les villes américaines. Pendant sa cavale, Elmire arnaque la prestigieuse Fogg Gallery d'Harvard. De retour en catimini à New York, il réussit le tour de force de vendre 5 faux Picasso à Paul Rosenberg, le marchand officiel de Picasso, sur le sol américain. Elmire jubile. Deory partage une pathologie commune à tous les faussaires. Il est persuadé de prolonger l'œuvre des artistes qu'il pastiche. Il ne ressent aucune culpabilité. Il exécute ses peintures de manière froide. Deory se prévaut d'être le continuateur de la peinture des peintres qu'il a copiés. Marc Ottavi, expert en vente publique.
En fait, c'est un imitateur. D'abord, s'il était si grand peintre, il aurait fait lui-même son œuvre sans s'appuyer sur celle des autres. C'est simplement un profiteur, il profite d'une situation, il s'assied dans un fauteuil qui est trop grand pour lui, et il essaye de dire que c'est son trône. L'œuvre de Picasso est monumentale. On parle de plusieurs dizaines de milliers de tableaux en circulation. Difficile de tous les répertorier avec précision. Une faille que les faussaires exploitent. Peu scrupuleux, Elmire de Hory agace les représentants légaux du peintre catalan. Qu'on attribue à Picasso une œuvre qui n'est pas de Picasso. Claudia Andrieux, responsable des affaires juridiques de Picasso Administration. C'est quelque chose de très grave. Les œuvres, c'est quelque chose qui appartient à toute une humanité, en fait. Mais il y a un auteur derrière, donc c'est sa création, ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu montrer, ce qu'il a inventé, ce qu'il a créé. Tout ça, vous le pervertissez d'une manière incroyable quand en fait vous attribuez à Picasso ou à Matisse des œuvres qui ne sont pas d'eux. Elmire de Hory n'est pas un artiste, ça n'est pas un auteur, c'est un pilleur. Et c'est un délinquant. En 1955, soucieux de ne plus se faire repérer, Elmire invente un ingénieux business de vente de tableaux par correspondance. Établi à Miami, il envoie ses toiles par la poste, une magouille qui lui permet de ne plus rencontrer physiquement ses acheteurs. Grâce à ce système redoutable, il écoule plusieurs centaines de toiles, jusqu'à ce que le FBI diligente une enquête. Les choses se corsent pour Elmire et les plaintes s'accumulent. Il est désormais fiché et recherché au niveau fédéral. Fatigué de vivre une vie d'arnaqueur, Elmire sombre dans la dépression. Il est tellement déprimé, il est poursuivi par le FBI, il est malade, il est fatigué, parce que je quand même pas un homme très résistant. Il fait une tentative de suicide qui échoue. Et à l'hôpital, il rencontre Fernand Legros, qui lui était tout à fait un autre type d'être humain. Ancien danseur de ballet, égyptien naturalisé américain par un faux mariage, Legros est un sacré coco. L'homme rusé qui a fait son premier $1 million à 25 ans bénéficie de connexions haut placées. Cet animal mondain et venimeux n'est pas le dernier pour faire la fête. Une fois, j'ai vu Fernand Legros à Paris. Carlos Martorell, ami d'Elmire. Et il m'a paru une espèce de bizarre gangster, parce que des chapeaux énormes, avec des manteaux de fourrure, des espèces de bijoux, des lunettes de soleil. Il faisait un peu peur. Pour Legros, Elmire de Hory était un petit bonhomme sans volume, quoi, un ectoplasme. À l'inverse, Fernand Legros apparaissait comme un monument de vulgarité marchande, enfin bling bling avant qu'on ait inventé la chose. Elmire de Hory va fabriquer des faux tableaux, 60% du bénéfice pour lui et 40% pour Legros qui les écoule. Et donc Legros, voilà une véritable mine d'or. Fernand Legros faisait partie de les gens qu'on côtoyait à Saint-Germain. Bernard Meunier, producteur. Soit au Flore ou de Magot, plutôt au Flore. Salut Fernand, salut, comment tu vas? Et à chaque fois, il me dit, écoute, viens, il faut que tu t'assieds, 2 minutes, je vais te montrer des choses, tu verras, c'est quand même très beau. C'était Dufy, c'était des choses... Matisse, c'était Villon, bon voilà. Pour moi, il vendait de vrais tableaux. Et le jour où j'ai su qu'il était le complice d'Elmire, j'étais un peu étonné, quoi. J'étais un peu étonné. Et en même temps, après réflexion, je voyais ces grands cartons à dessin et j'ai dit, oui, la source était plus facile. À partir des années 70, la déferlante du faux sur le marché du vrai est colossale. Ça, c'est quoi? C'est des tableaux faux, extra faux, volés, estro. Bon, voilà, si vous avez tout un tas de tableaux qui sont faux, qu'on a gardés, il y en a des classeurs de faux, hein. Des faux légers, ça c'est Modigliani faux, donc il y en a pas mal, hein. Faux Renoir, des faux Vlamin, des faux Picabia, des faux Picasso, voilà.
Il y en a beaucoup, quoi. Marc Ottavi nous explique le système Legros. Il mélange d'ailleurs le vrai et le faux, et c'est ce qui le fait passer dans ce milieu. C'est-à-dire qu'il achète réellement des tableaux authentiques et il en fait fabriquer d'autres. Il a mené une vie de fou. Le chapeau, le truc, la Rolls, les magnums de champagne, la fête permanente. Puis à un moment donné, je l'ai perdu de vue parce qu'il devenait un personnage importantissime. Les voitures étaient de plus en plus longues, enfin, les amis étaient de plus en plus nombreux, les bouteilles de champagne étaient de plus en plus grosses. Le gros à l'époque, c'est quelqu'un qui brasse des affaires importantes, qui a des clients, qui vont aux États-Unis, qui achètent en France, qui achètent au Japon, qui vend. Et c'est le commerce international. L'association entre le faussaire et le marchand va être explosive. Elmire a toujours vendu au charme, tandis que la spécialité de Legros réside dans l'obtention de vrais certificats pour de fausses œuvres. Le redoutable Fernand excelle dans la tromperie, il aurait même fabriqué de faux billets. Ces techniques sont bien rodées. Avant son départ pour les États-Unis, un complice prévient anonymement les douanes que Legros importe en fraude des toiles de maître. Il passe la frontière avec ses copies sans signature et se fait arrêter comme prévu par la douane. Peu experts en œuvres d'art impressionnistes, les douaniers se prennent les pieds dans le chevalet. La douane lui fait payer les taxes dues pour des originaux non déclarés. Il rentre ainsi aux États-Unis avec des certificats de douane authentifiant ses faux. Séduction massive, connivence et dîner aux chandelles, toutes les ruses sont bonnes pour obtenir les précieux certificats d'authenticité. Sa devise à l'époque est séduire, compromettre et mépriser. Il trompe en douceur les experts chevronnés comme André Paccitti, à l'époque une sommité du monde de l'art. Le gros, qu'il connaissait bien et qu'il avait finalement cerné pour mieux le tromper, lui a joué en effet plusieurs tours, notamment celui de corrompre sa secrétaire qui s'appelait Madame Schwartz. C'est une époque où Paccitti est vraiment l'expert le plus reconnu, que ce soit en France ou aux États-Unis, et il lui arrive de signer des dizaines de certificats. On lui présente à l'envers, et Madame Schwartz s'arrange pour que certains de ces certificats, qu'elle revendra à Legros, soient signés par Paccitti sans que lui ne comprenne cette démarche un peu trompeuse. À l'époque, les expertises se réalisaient à l'œil nu et sur la bonne foi. La réputation d'un expert valait certificat. Les techniques contemporaines d'analyse scientifique comme la radiographie par ultraviolet, les infrarouges, ainsi que l'étude chimique des pigments n'étaient pas du tout usitées. Fernand Legros ne charmait pas seulement les experts, il réussit même à faire signer des faux à des artistes comme Van Dongen et à certains ayants droit comme Berthe Vlaminck, la veuve du peintre Maurice de Vlaminck. Legros, l'escroc, réussissait même à insérer des faux tableaux dans de vrais catalogues d'exposition. C'est là où on a quand même une réaction qui est intéressante et instructive. C'est que finalement, qui est-ce qui veut savoir la vérité sur ce qu'il possède ? Un collectionneur privé, disons, même s'il est très riche, va toujours passer pour un imbécile. Il va être obligé de dire qu'il s'est fait avoir, qu'il a payé très cher quelque chose qui vaut rien. Donc finalement, il n'en dit rien. Au pire, il va cacher ses toiles puis attendre une petite dizaine d'années avant de les ressortir. Et les musées, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que s'ils le font, les assurances tombent. Pour eux, c'est une perte sèche. Et se retourner contre le faussaire, ça ne rapporte rien. Legros en veut toujours plus. Les cadences s'accélèrent, l'argent coule à flot et Legros investit dans des business crapuleux. Il a besoin d'un deuxième faussaire pour répondre aux demandes exponentielles de sa clientèle aisée. Il commence à faire peindre Réal Lessard, son très jeune petit ami rencontré quelques années plus tôt à Miami, en 1958. Leur relation incandescente est basée sur les manipulations de Legros qui terrorisent Lessard. 60 ans plus tard, Réal Lessard semble toujours sous l'emprise du gourou Legros. C'est le diable. Ça peut être quelqu'un de très grande gentillesse. Réal Lessard, peintre faussaire. Et ça peut être quelqu'un de machiavélique.
je me souviens que moi-même, que j'ai dit tellement de fois, non, ça je vais plus peindre. Oui, tu as raison. Mon ange, tu as raison, tu es un ange. Tu peins pas. À la fin, je finissais par peindre. Toujours en cavale, Elmire est vieillissant et sa situation se dégrade. Âgé de 53 ans, il vit désormais sans visa, une vie de vagabond. Le FBI intensifie ses recherches. Traqué par toutes les polices américaines, ses jours aux États-Unis sont comptés. Acculé, Elmire n'a pas d'autre choix que de s'envoler avec un faux passeport pour une petite île isolée. Le FBI intensifie ses recherches. Traqué par toutes les polices américaines, ses jours aux États-Unis sont comptés. Acculé, Elmire n'a pas d'autre choix que de s'envoler avec un faux passeport pour une petite île isolée. Après des décennies de cavale, trouvera-t-il enfin la paix sur ce petit caillou aride ? Il s'installe à La Falaise, une maison d'architecte avec une vue splendide sur Formentera. Elmire trouve à Ibiza un refuge confortable où il peut vivre sans la peur de se faire arrêter. J'ai connu Elmire dans les années 70, lorsqu'il est arrivé à Ibiza. Guillemette Joris, meilleure amie d'Elmire. Il construisait sa maison à la Falaise. C'était vraiment, et ça a toujours été mon meilleur ami. Ça. Elmire adore flâner au Montesol, un café où il rencontrera l'amour de sa vie, Marc Forgui. Je déambulais de bar en bar quand je suis tombé sur Elmire. Marc Forgui, ancien compagnon d'Elmire. Marc était très beau, très très beau, mais Elmire l'a dragué, bien sûr. Et il a dit, eh bien, tu sais quoi, j'ai une chambre d'amis à la maison. Et si ça te dit, tu peux t'installer et passer la nuit. Et depuis, Elmire et son esprit influencent toujours ma vie. Un homme remarquable. Il a été un cadeau pour moi. Écoutez, à l'époque hippie, Ibiza, qui n'était même pas connu. Carlos Martorell, ami d'Elmire. En Espagne, pratiquement, on cachait les jeunes de bonne famille américaines qui ne voulaient pas aller au Vietnam, et pour pas qu'ils aient à la guerre. Et c'était ça, les gens qui avaient à Ibiza, à part les paysans qui étaient très pauvres, les paysans ibizenco, et toujours il y avait quelques personnes cachées. Moi, j'ai même connu un nazi qui était caché là. Pepe Rossello et Joseph Viadé, amis d'Elmire. Ici, ils ont trouvé leur paradis, parce qu'ici, il n'y avait pas de problème. Il y avait un qui jouait la guitare, il y avait un autre qui jouait l'harmonie, il y avait un autre qui faisait l'accordéon. Il y avait toute cette société jeune qui était là, simplement pour la fiesta et pour s'amuser et pour vivre sans pratiquement rien faire. Les hippies, c'était make love, not war. And make love all the time and with everybody. Hein? De temps en temps, il y en avait un qui était cracra et les cheveux gras. Et celui-là, s'il s'asseyait au Montesol, à 3 ou 4 tables d'Elmire, Elmire disait « Est-ce que tu as du camembert dans ton sac ?» Et je disais « Non ». Et il me disait « Mais c'est pas possible, il doit avoir 3 pieds pour sentir comme ça. » La nuit venue, Elmire vit au grand jour. Il fréquente la jet-set excentrique de l'île. Des stars de cinéma comme Romy Schneider, Jean-Paul Belmondo ou la comtesse de Ribes font partie des habitants. Alors une grande amie d'Elmire, c'était Ursula Andress. Ursula Andress était une grande amie, elle était souvent chez Elmire, ils s'aimaient beaucoup. Comme ils parlaient allemand et qu'Ursula est allemande, ils pouvaient parler allemand ensemble. Elmire et Ibiza, c'était un point de chute. C'était la plaque tournante. Tout le monde voulait être invité chez Elmire, voir.
Mais sa tranquillité va être ébranlée en 1966. L'onde de choc vient des États-Unis. Alger Meadows, un millionnaire texan ayant investi dans l'industrie du pétrole, dispose d'une fortune estimée à 100 millions de dollars. Au milieu des années 60, pour les milliardaires américains, rouler en Cadillac ne suffit plus et posséder une collection de tableaux devient le nec plus ultra. Pour épater la galerie, Meadows décide de se fournir en tableaux de maître auprès de Fernand Legros. L'escroc n'y va pas de main morte, puisqu'il ne vend pas moins de 52 tableaux pour 1,5 million de dollars, une somme astronomique pour l'époque. La collection comprend des Modigliani, Degas, Picasso ou encore Chagall, dont le Texan est friand. Seul petit problème, sur les 52 tableaux, 44 sont faux. Ironie du sort, Meadows montre sa collection à Klaus Perls, le même marchand qu'Elmire avait arnaqué à New York. Perls reconnaît le trait d'Elmire au premier coup d'œil. La supercherie éclate au grand jour. Si le monde de l'art est assez opaque sur la dénonciation des faux, Meadows, en bon texan conquérant, décide d'étaler le scandale au grand jour. Il porte plainte contre X en France et attaque Legros et son complice Réal Le Sart. Elmire est aussi ciblé par le procès. Désormais, Interpol est à la recherche de la bande à Legros. Le procès durera plusieurs années. La culpabilité de Fernand Legros et Réal Le Sart sera très difficile à prouver. Pour sa défense, Legros présente au tribunal tous les certificats qu'il a obtenus pour les faux tableaux et rejette la responsabilité sur les experts. Complètement paranoïaque et bourré de calmants, Legros terrorise Elmire. Tétanisé, Dehory n'a pas d'autre choix que de se dénoncer. Dehory ayant endossé la responsabilité, Le Sart sera relaxé. En revanche, Legros sera tout de même condamné à 2 ans de prison. Elmire, quant à lui, se rend aux autorités espagnoles. Aucun témoin ne pouvant attester avec certitude qu'il a vu Elmire peindre des faux, le tribunal n'arrivera pas à prouver sa culpabilité sur le sol espagnol. Le chef d'accusation tombe. En représailles, le tribunal le condamnera à 2 mois de prison pour homosexualité. En Espagne, à l'époque de Franco, l'homosexualité, on allait en tôle. Elmire est écroué à la prison de Palma de Majorque. Prisonnier, il ne peut s'empêcher de peindre ses conditions de détention. Lorsqu'il était en prison à Palma, j'ai été le voir parce qu'il avait besoin d'argent pour payer son avocat. Et il m'avait dit, va chez moi, prends le carton dans lequel il y a toutes les lithographies, qui sont des épreuves d'artistes que j'ai faites, je vais les signer et si tu peux les vendre, ça m'aiderait beaucoup. Donc j'étais dans la prison, il a signé, il y avait le directeur de la prison qui était là, ils m'ont mis dans une petite salle, il a signé les lithographies que j'avais. Et donc je suis revenue à Ibiza. Et là, on a tous des amis qui sont venus, tout le monde a acheté des lithos et j'ai pu, même mes 2 filles qui étaient là, ont chacune acheté un litho. C'était très joli, il y avait une très jolie litho sur Van Dongen. J'ai récupéré l'argent et il a pu sortir de prison et payer son avocat. Il sortira de sa geôle en octobre 1968. Après 20 ans passés à plagier ses contemporains, le petit cœur d'Elmire saigne et son ego se rebiffe. C'est un tableau qu'il m'a offert pour mon anniversaire. C'est une aquarelle, hein, très bien, d'une petite fille sage, les mains croisées, très sage, très gentille. Et puis en dessous, il m'a marqué, qu'est-ce qu'il m'a écrit ? Très chère Guillemette, Elmire, voilà, et il a signé. Ce tableau-là, c'était aussi, il me l'a offert pour un anniversaire. Il vous plaît ce tableau ? Ah, moi j'aime énormément, parce que c'est les fleurs, c'est lui, c'est le bonheur. Hein. Un joli bouquet de fleurs. En tout cas, celles-là, elles ne se fanent pas. Hein. Elles sont là pour un bon moment. Et il a signé Elmire. Il n'a pas signé, hein, c'est Elmire. Je l'aime beaucoup. Vous écoutez Faussaire, épisode 8, Elmire Dehory, 4e partie.
Après son passage en prison, Elmire a soif de reconnaissance. Il pense en avoir fini avec la justice et se confie à un journaliste en toute liberté. Dans les années 70, Clifford Irving est l'un des journalistes les plus célèbres des États-Unis. Il est élu homme de l'année par Time Magazine en 1972. Dans un livre plein d'empathie et de panache, il raconte la vie trépidante d'Elmire. La biographie Fake sort en 1969. Elmire est aux anges. Seul petit hic, Clifford Irving vient tout juste d'être condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir écrit une fausse biographie de l'aviateur Howard Hughes. Difficile donc de donner du crédit à cette biographie à la gloire d'Elmire. C'est ce qu'a compris Le Gros, qui n'aura de cesse de combattre le livre et finira par faire interdire la traduction française. Le Gros en perd ses cheveux et déverse sa bile à la télévision suisse. Le réalisateur français François Reichenbach et le célèbre metteur en scène américain Orson Welles s'enthousiasment pour l'affaire. Ils s'installent à Ibiza pour filmer la vie d'Elmire. Ils sortent conjointement le film événement F for Fake en 1972. Un coup de projecteur médiatique qui va relancer les ennuis d'Elmire. En 1976, Le Gros réplique avec Tableau de chasse son autobiographie dans laquelle il règle ses comptes avec Dehory. Un livre à la gloire de Le Gros écrit par le truculent et non moins complaisant Roger Perfit. Coup de théâtre, Réal Le Sart sortira quant à lui en 1985 L'amour du faux, un livre dans lequel il avouera être le seul faussaire de l'affaire Meadows. Des aveux corroborés par la reproduction dans le livre du testament de Le Gros. Le marchand écrit noir sur blanc ne jamais avoir commandé de tableau à Horry. Une révélation pour le moins surprenante. Dernière provocation ou volonté de salir la mémoire d'Elmire, Le Gros emportera son secret avec lui et meurt en 1983 d'un cancer de la gorge. Mais avant cela, Fernand aura eu la peau d'Elmire. La falaise, la maison chérie du faussaire, a toujours été un sujet de déchirement entre les 3 hommes. Je ne connais pas la vérité sur la maison. Guillemette Joris, meilleure amie d'Elmire. Je crois que personne ne connaîtra la vérité parce qu'il y en a 25 000 vérités. Ce que je sais, c'est qu'il l'occupait lui et que j'y étais. Et que je n'ai jamais vu dans cette maison ni Réal Lessard, qui un jour est apparu dans mon bureau, ni Fernand Le Gros. Les versions divergent. Vraisemblablement, Le Gros aurait fait construire la maison. Mais c'est Réal Lessard qui en était propriétaire. Tandis qu'Elmire en a profité gracieusement pendant 8 ans. Les 3 hommes finissent par se vouer une haine sans limite. Le Gros cherche par tous les moyens à expulser Elmire. Les menaces pleuvent. Et Dehory dort avec un revolver sous son oreiller. La première victime de cette guerre d'usure est Moody, le chien adoré d'Elmire. Alors, un jour, il s'est trouvé son chien. Carlos Martorell, ami d'Elmire. Pendu d'un arbre avec un papier qui disait « Le prochain, c'est toi ». Vous pensez que c'est Le Gros qui a fait le coup? Imagine. Le Gros, Marc Forgy, ancien compagnon d'Elmire. Avec sa horde d'avocats en France, a orchestré l'extradition d'Elmire depuis l'Espagne. J'étais présent à la maison quand un étranger est venu frapper à la porte. Et l'étranger a dit à Elmire: Fernand Le Gros a mis un contrat sur ta tête, et si jamais tu vas en prison en France, tu seras tué. À partir de là, sa vie a complètement changé, a été très difficile, parce qu'il y avait toujours derrière lui cette épée Damoclès, qu'il avait peur d'être extradé en France. Et il m'a dit, moi, si j'apprends que l'extradition est autorisée, je vais me suicider. On lui disait, mais non, mais voyons, on va venir te voir. Il avait dit, non, il n'y en a pas question, je vais me suicider.
Elmire doit quitter la falaise. Il vit désormais dans l'obsession de la mort. Il est persuadé que s'il est emprisonné en France, il sera assassiné dans sa cellule. Et son avocat lui a averti 2 ou 3 jours avant qu'il allait être extradé en France. Il m'a dit, Marc, rappelle-toi ce que Nietzsche a dit. On peut toujours choisir son moment pour partir. Et comme ça, il a été dans cette terrasse du hôtel Montessol où tout le monde était là à 1 heure pour voir à quelle plage on allait, etc. Et lui, il est venu dire ça à tout le monde. Au revoir, je vais me suicider, au revoir, je vais me suicider. Et comme c'était un acteur, on s'est dit, il joue peut-être un peu le théâtre. Personne ne l'a cru, vraiment. Alors, il est monté dans sa chambre et il a fait une overdose de cognac et de somnifères. Elmire est parti. Quand j'étais chez lui avec Marc, on l'a trouvé, il était dans le coma. Je lui ai dit, Elmire, il dormait sur le ventre. Il s'est retourné et m'a regardé. Mais son regard était dans le vague. Et Elmire, nous l'avons transporté à la clinique Villas, à la clinique del Rosario. Et en fait, en route, il est mort dans mes bras. Et quand on est arrivé à la clinique, une nonne est venue, a pris son pouls et m'a dit « Désolé, il est parti ». Mais il voulait partir. Alors, bien. Elmire meurt en emportant ses secrets. Combien de musées et de collectionneurs privés détiennent encore aujourd'hui, sans le savoir, des faux peints par Elmire? Elmire, qui s'est glissé dans le costume des autres pour exister, aurait-il pu se douter qu'un jour, ses toiles seraient recherchées et cotées? Le petit réfugié hongrois, armé de son seul charme pour s'en sortir, aurait-il pu imaginer que 40 ans après sa mort, sa vie serait exposée au grand jour? Ça, je suis sûre. Ça lui fait des paillettes dans les yeux et des paillettes autour de lui de bonheur. Ça, sûrement. Sûrement. Vous écoutez Faussaire, épisode 1. Czesław Bojarski, première partie. Le service de répression du trafic de faux monnayage de la Sûreté nationale a mis fin samedi à une affaire de fabrication de faux billets de 100 francs. C'est une des plus grosses affaires de faux monnayage, elle porte sur quelques 3 millions de francs. À l'époque, à l'Office central, on a un collègue qui dirige ce service spécialisé. Philippe Ménard, commissaire général. Qui s'appelle Émile Benamou et qui restera à la tête de cet office assez longtemps puisqu'il y restera tout le long de l'affaire qui a duré plus d'une douzaine d'années. La Banque de France, de façon exceptionnelle, reconnaissant Arnaud Manas, historien de la Banque de France. Qu'il était très difficile pour le public, voire quasiment impossible, de reconnaître si un billet fait par Bojarski était faux ou authentique, elle a décidé de les rembourser, de les accepter comme tels et de payer les présentateurs, ce qui ne s'était jamais fait. Qui est celui qui a fait tourner en bourrique la police française pendant 12 ans ? Qui est le cerveau solitaire de cette incroyable affaire ?
Bojarski restera à la postérité comme le Cézanne de la fausse monnaie. Polonais, né le 15 octobre 1912 dans la région de Danzig, Bojarski a le double diplôme d'ingénieur et d'architecte. Il veut devenir inventeur, mais la situation internationale va vite mettre fin à son rêve. En 1938, il s'enrôle dans l'armée polonaise. Après la défaite militaire et l'invasion de son pays par Hitler, il décide d'émigrer vers la France. Il arrive à Marseille en 1940. Il arrive, je dirais entre guillemets, tout nu. Il n'est pas parti avec ses diplômes de l'école polytechnique de Gdansk. Donc quand il arrive en France, il n'a rien. Il a quelques rudiments de français. Marseille, à cette époque-là, dans les années 40, c'est une espèce de melting pot de gens de tous les coins où le désespoir règne. Il se sent, je veux dire, complètement désespéré. Le faux-monnayage a connu une recrudescence toute particulière pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant l'après-guerre, parce que il y avait d'importants désordres monétaires. Les billets se sont succédés, il y avait les contraintes d'occupation, il y avait ensuite un besoin de faux papiers, fausses cartes d'alimentation, beaucoup de faussaires, pour des causes nobles certains, puisqu'ils ont travaillé beaucoup pour la résistance, ont fait des faux. Bojarski est repéré comme un excellent manuel. Jacques Briot, auteur du livre « Le mystère Bojarski ». Et il va très très vite faire des faux. Les premiers faux qu'on lui demande, c'est de préparer des faux papiers pour ses compatriotes qui vont rejoindre le général Sikorski, qui était le chef de l'armée polonaise, qui a émigré, lui, ou qui est parti en Angleterre. Bojarski qui va faire beaucoup de visas qui vont permettre à cette époque-là à des Juifs de quitter par bateau les côtes méditerranéennes pour l'Amérique du Sud. Bojarski quitte Marseille et va se retrouver à Vic-sur-Cère. À Vic-sur-Cère, la Croix-Rouge tient un centre pour réfugiés polonais. À Vic-sur-Cère, il va lui arriver deux choses capitales pour le futur de son existence. Il va faire deux rencontres essentielles. Il va rencontrer Antoine Dovgird, qui est un de ses compatriotes, et il va rencontrer celle qui va devenir sa future femme, Suzanne. Dans cette petite ville du Cantal, Bojarski renoue avec son rêve d'avant la guerre, devenir inventeur. Que Bojarski n'arrête pas de faire une chose, c'est-à-dire des inventions. Il se voit comme inventeur. Pour lui, c'était qu'une petite passe, l'histoire des faux papiers à Marseille. Quelques semaines après la libération, Bojarski s'installe à Paris et retrouve de nombreux compatriotes. Avec eux, il fabrique des chaussures pour un salaire de misère. Il travaillera ensuite dans une usine comme chef d'atelier de mécanique au Perreux-sur-Marne. S'il est ingénieur architecte de formation, Bojarski est avant tout un inventeur. Et il va tenter de gagner sa vie grâce à ses découvertes. Son esprit fourmille d'idées novatrices et il dépose de nombreux brevets. Fauteuil tournant en bois, crayon en plastique, brosse à dents ou encore obturateur sphérique de récipient. De nature austère, il n'arrive pas à se faire remarquer, malgré ses talents multiples. Ne vendant rien, sa société fera rapidement faillite. C'était pas un commercial dans l'âme. Lui, c'est un inventeur. Christian Porcheron, créateur du musée de la fausse monnaie. Et souvent, les inventeurs, ils n'ont pas vraiment la bosse du commerce. Ils sont dans leur monde, ils inventent. On peut penser qu'il est un peu déçu de cette inventivité qui est la sienne et qui ne trouve pas preneur, alors que les inventions qu'il a réalisées, d'autres arriveront à les commercialiser. Là, il se passe quelque chose d'inéluctable. C'est que Suzanne tombe enceinte. Mais les choses naturellement se font et Suzanne épouse Bojarski. Victor, le papa de Suzanne, propose de mettre à leur disposition un petit pavillon rue des Pâquerettes à Bobigny. Et là, il n'a pas d'argent, il vit de la charité de ses beaux-parents, il se rappelle tout à coup qu'il a un savoir-faire qui lui rapportait de l'argent, il se rappelle qu'il sait faire des faux.
C'est à ce moment-là qu'il se fait repérer par le gang des tractions avant, Lucien Scola, Capoureau, toute l'équipe, et ils ont repéré son talent de faussaire. Le gang des tractions avant, eux, ils savaient où se procurer le papier Banque de France. Mais bon, ça sert à rien d'avoir du papier Banque de France si on n'a pas un graveur de génie, un graveur de talent. On peut toujours faire des faux billets comme plein de faussaires, mais pas la qualité que voulait obtenir le gang des tractions avant. Alors Bojarski donc fabrique et grave des plaques pour le 1000 francs Minerve RQ ou le 1000 francs bleu, comme on l'appelle dans le jargon numismate, avec une gravure exceptionnelle. L'équipe qui s'occupait de la fausse monnaie dans ce gang a été arrêtée. Bojarski a pu partir avec du papier filigrané, vierge. Donc, il avait ses plaques, il avait le papier filigrané vierge, il n'y avait plus qu'à travailler pour son compte. Bojarski dispose déjà du papier volé par le gang des tractions avant à la Banque de France et de la plaque qu'il avait lui-même gravée. Il ne lui reste plus qu'à fabriquer ses propres faux billets. Il lui vient l'idée de construire au fond du jardin de Bobigny un pavillon. Et dans ce pavillon-là, tranquille, à l'abri des regards, il va fabriquer ses premières matrices de son premier faux billet, le Minerve et Hercule. Évidemment, le matériel nécessaire à la fabrication de billets de banque, cher et sophistiqué, est totalement hors de portée des moyens financiers de Bojarski. Mais il va, grâce à ses talents de bricoleur de génie, sa formation poussée d'ingénieur et son habileté manuelle hors du commun, parvenir, en chinant, démontant, transformant, recyclant, bidouillant, à s'équiper pour atteindre son but. Vous savez qu'à l'époque, toutes les machines d'imprimerie étaient référencées, répertoriées, on ne pouvait pas acheter une machine comme ça. Donc Bojarski avait acheté une machine qui était en panne, qui était cassée. Comme ça, son nom ne paraissait nulle part. Les machines qu'il avait achetées à un brocanteur, il a fallu déjà les réparer, la modifier, trouver des pièces à droite à gauche, ou de les fabriquer. Il était outillé pour ça. Bojarski, quand il se met à son compte, fabrique les mêmes billets qu'il a fabriqués pour le gang des tractions avant. Donc il fait des 1000 francs bleus, mais la chose la plus dure à imiter dans un billet, c'est le papier, qui est quand même le secret de la Banque de France. Là, il a le papier vierge. Et donc, il se sert du papier vierge pour fabriquer son propre papier. Quand il a trouvé la recette pour faire le papier, il a pu donc fabriquer ses propres billets avec sa propre signature. Quand il a gravé toutes ces plaques, quand il a imaginé comment faire des faux filigranes, quand il a recherché comment faire du papier et qu'il est arrivé à un résultat, à son avis, qui peut abuser ou leurrer le premier client, il se retrouve un beau matin avec son premier billet de 1000 francs. Et là, on peut imaginer, il n'est pas plus ses couleurs que vous et moi, son stress. Où est-ce que je vais le faire ? On est aux fêtes de Noël, il se dit « Ah là, j'ai peut-être un petit peu de chance. Dans une boucherie, avec tout le monde qu'il y a, je passerai inaperçu. » N'ayant pas l'habitude d'écouler des billets, c'était pas avec un large sourire qu'il était d'écouler son premier billet dans le magasin. Donc avec la peur au ventre, avec l'angoisse. Il arrive dans la boucherie et il se retrouve, sans même s'en être rendu compte, en dehors de la boucherie, avec la monnaie de ses 1000 francs et un petit poulet. Il n'en croit pas ses yeux. Quand il obtient son premier poulet, il n'en croit pas ses yeux. Il se dit, c'est pas possible, j'ai fabriqué quelque chose et ça marche, c'est accepté. Donc je vais continuer. Mais au début, il les fabrique un par un. Dans les premières années de ses écoulements, en 50-51, il en faisait peut-être un par jour de ses billets, qu'il allait écouler avec beaucoup de précaution. Il avait mis au point une technique pour écouler ses billets. D'abord,
il s'est dit que la police, si elle voulait l'attraper, avait une systématique. Donc lui, il fallait qu'il n'en ait pas. Et comment faire pour ne pas avoir de systématique? C'est s'en remettre au hasard. Il prenait le métro au hasard, il sortait du métro au hasard, il allait dans un commerce au hasard. Grâce à sa prudence et ses précautions, Bojarski parvient à écouler discrètement, un par un, ses faux billets dans toute la région parisienne. Vous écoutez Faussaires, épisode 2. Czesław Bojarski, deuxième partie. Le circuit fiduciaire est assez simple, c'est-à-dire que la Banque de France crée un billet, le met en circulation. Arnaud Manas, historien de la Banque de France. Et ce sont ensuite les banques, les commerçants, les particuliers qui vont l'utiliser. Puis à un stade de la vie du billet, le billet revient dans les caisses de la Banque de France. On regarde les billets qui sont usés, abîmés, déchirés, on les retire de la circulation pour les remplacer par des billets neufs. Et à cette occasion-là, on vérifie bien sûr l'authenticité de tous les billets. Et c'est là qu'on découvre les faux. Sauf que lorsque ce n'est pas une grande qualité... Philippe Ménard, commissaire général. Ils sont découverts par les commerçants eux-mêmes, par les banques normales, dans le circuit fiduciaire classique. Là, ce qui a, je dirais, changé la donne à cette époque-là, c'est que c'est la Banque centrale qui a découvert elle-même la contrefaçon. Du point de vue des ingénieurs, des chimistes, des papetiers et des imprimeurs, c'est un travail très bien fait et on imagine plutôt avoir affaire à différents spécialistes. La Banque de France, quand il s'agit de concevoir un billet, il y a au moins 13 corps de métier qui s'y mettent. Jacques Briot, auteur du livre « Le mystère Bojarski ». Donc, d'une manière ou d'une autre, pour la police, on recherche un gang avec des écouleurs extraordinairement discrets, mais où il y a au moins une dizaine de personnes qui font le papier, qui gravent les plaques, qui impriment, qui font les encres. Il y a une enquête qui est ouverte par nos collègues de l'époque à l'Office central de répression du faux monnayage, qui tourne en rond parce que il y a très peu d'informations qui circulent. En fait, les informations provenaient directement de la Banque de France, qui, dans son tri, récupérait ces faux billets et informait l'Office du fait qu'ils avaient été trouvés là ou là-bas, parce que généralement, la Banque de France arrive à peu près à isoler les points de collecte. Qu'est-ce qu'il achetait? Il pouvait acheter des fleurs, il pouvait acheter du parfum, il pouvait acheter des bonnes bouteilles. Il ne pouvait pas rentrer le soir à la maison en disant à sa femme « Regarde ce que j'ai été acheté aujourd'hui ». Ça faisait vraiment très très louche. Alors il les laissait, il les abandonnait. Il les abandonnait pas n'importe où. Il allait abandonner les fleurs dans des squares où il voyait des amoureux. Et il se délectait d'observer ces objets abandonnés jusqu'au moment où les gens venaient les prendre. Pour justifier son train de vie, Bojarski affirme vivre de ses inventions. Et tous ces billets sont passés avec une grande facilité. Vous avez une grande variété dans la qualité des faux. C'est-à-dire que vous avez le faux qui est quasiment artisanal. On a eu des faux, c'est dessiné à la plume sur du papier calque. Ça ne trompe personne, ou presque. Mais techniquement, ce sont des faux. Quand on découvre le billet Minerve et Hercule, pour la première fois, on se rend compte que c'est un billet de très grande qualité. Et c'est surtout ce qui choque à l'époque, c'est qu'il a un papier qui est quasi parfait. Et la particularité de la Banque de France, à cette époque-là, on n'était pas à l'euro, c'était d'avoir un papier très fin et très craquant. Et la particularité de ces billets, c'est qu'ils étaient très fins et très craquants. Chaque détail a son importance quand on est un faussaire, je dirais, de la trempe de Bojarski. L'encre, par exemple. Tout le monde sait que l'encre de la Banque de France, elle est faite par des gens dont c'est la spécialité à la Banque de France. Bojarski, il ne bosse pas à la Banque de France, il doit acheter de l'encre du commerce. Et il trouve qu'en mélangeant l'aspirine avec l'encre Lorilleux,
Cette encre s'accroche mieux au billet. À un certain moment, il apprend que le 1000 francs qu'il est en train de contrefaire, régulièrement et avec talent, va être remplacé par le 1000 francs Richelieu. Alors il se pose la question, il dit qu'est-ce que je fais? J'attends que le 1000 francs Richelieu sorte ou bien est-ce que je vais jouer dans la cour des encore plus grands? Il réfléchit un petit peu et il se dit ah, mais il y a le 5000 francs terre et mer. Et tant qu'à faire, pour me donner de la peine, il vaudrait peut-être mieux que je fasse celui-là que de copier le Richelieu. Et donc il faut regraver un billet, il faut faire des nouvelles encres. Christian Porcheron, créateur du musée de la fausse monnaie. Le papier, c'est pas un problème puisque le papier, il a la solution. Et là, il se lance dans une nouvelle œuvre d'art parce que ça, c'est une œuvre d'art, c'est un billet qui est quasiment indétectable. Aujourd'hui encore, il est très difficile, avec le vrai et le faux, de trouver les erreurs qu'il a faites. Pour découvrir les erreurs de ce billet ou qui figurent dans ce billet, il faut au minimum avoir une loupe et l'original à côté. Une des erreurs, par exemple, c'est près du chiffre ici 5000, il y a une petite fleur, et l'un des pétales de cette petite fleur, il est fripé dans l'original, mais il n'est pas fripé chez Bojarski. On parle d'un pétale qui est plus petit qu'un millimètre, qui fait un demi-millimètre. En décembre 1958, c'est une contrefaçon du billet de 5000 anciens francs, dit terre et mer, qui apparaît. Le laboratoire, après analyse et expertise, conclut qu'il s'agit vraisemblablement de la même équipe qui avait réalisé antérieurement le faux billet de 1000 francs Hercule et Minerve. C'est certain qu'à un moment donné, la qualité du papier, le craquant de ce papier, attire l'attention des collègues, eux-mêmes informés par la Banque de France, et la relation entre le 1000 et le 5000 se fait. Une des plus grosses missions de l'OCRFM, c'est de faire les rapprochements entre les contrefaçons. Une contrefaçon, ça se repère à quoi? Par les défauts caractéristiques qui se reproduisent. Lorsqu'on a une production par imprimerie, et quand vous avez une erreur sur la gravure ou la photogravure, elle se reproduit à l'infini sur le billet qui est imprimé. Bojarski passe la vitesse supérieure. C'est désormais dans la France entière qu'il écoule ses billets. Bojarski, donc, quand il a fabriqué ces 5000, c'est toujours pareil, il faut les écouler. C'est comme une valeur qui est un peu plus grande que le 1000, hein, donc il faut faire des achats plus conséquents. Mais là, il est content de son travail. Et là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Et ces billets, il peut les écouler sans aucun problème. On ne lui a pratiquement jamais refusé un billet. Il y a eu une fois, il y a eu une suspicion. C'est un petit commerçant chez lequel se rend Bojarski et qui lui dit « Il n'est pas bon votre billet, il n'a pas les trous d'épingle. » On peut imaginer la rivière qui lui coule dans le dos. Bojarski va dire « Ah ben oui, c'est vrai, c'est surprenant, mais peut-être que c'est un billet qui a eu la chance de jamais être épinglé. » Et le billet passe quand même. Ce qui est important dans cette anecdote, c'est qu'il va se mettre à imaginer comment faire vieillir ses billets. Bien au-delà du trou d'épingle, il va imaginer toute une série de systèmes de vieillissement artificiel dont le plus connu est un vieux tambour de machine à laver recyclé dans lequel il met des bouts d'éponge qu'il aura préalablement enduits de suie. On est dans une période où les autorités de la Banque de France, bien sûr, et la police collaborent, mais l'enquête est quasiment au point mort. Aucune piste n'a été écartée. La police a même envisagé que des employés indélicats de la Banque de France participent à cette contrefaçon. Les premiers apparaissent en 51, on est en 57. On sait que, manifestement, c'est la même production, c'est sans doute les mêmes auteurs,
mais on n'avance pas plus parce que les contrefaçons sont éparses et isolées. Vous voyez, il n'y a pas de point de crispation où on pourrait focaliser les investigations. Là, c'est partout en France. Il s'est lui-même mis en scène en utilisant les chemins de fer pour se déplacer, en se faisant passer pour voyageur de commerce et en évitant de retourner 2 fois dans le même commerce ou dans la même boutique. C'est ce qui lui a permis de tenir plus de 12 ans. Un train, une ville, une rue, un magasin, un billet. Bojarski continue tranquillement et patiemment à écouler sa fausse monnaie au hasard, sur tout le territoire. Il a les moyens, Bojarski, maintenant. L'argent n'est plus un problème pour lui, il ne se fait pas attraper, il a acheté une voiture pour lui, il a acheté une voiture pour sa femme, et il se dit, plutôt que d'être, en fin de compte, dans le pavillon de mon beau-père à Bobigny, voyons un petit peu les choses en grand, et je vais m'installer, moi, maintenant, et ma famille, dans une belle villa. Il repère un terrain à Montgeron, et il achète le terrain et il fait construire cette maison. Et c'est dans cette maison qu'il fabrique son atelier. Entre 1958 et 1960, dans la banlieue sud de Paris, Bojarski conçoit lui-même, crée et construit de toutes pièces un pavillon entièrement pensé autour de sa fabrication de faux billets. Là encore, pas un mot à son épouse. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de mettre en scène le plus efficacement possible son outil de production. Donc il va faire au rez-de-chaussée son atelier, je crois qu'il y a 1 ou 2 petites salles. Sous la maison, il va aménager une cachette de 4 mètres sur 4, dans laquelle il va mettre tout son équipement de faussaire et de faux monnayeur. 4 mètres sur 4, c'est pas grand. Il remarque que l'eau de Montgeron, où il est une eau qui est particulièrement calcaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Sur le toit, il installe un petit récupérateur d'eau de pluie. Et ce récupérateur d'eau de pluie, non calcaire par définition, lui permet d'avoir la pâte à papier qu'il convient. Deuxième usage du petit récupérateur d'eau de pluie sur le toit, faire des faux billets, à la cadence où il fait, on pourrait trouver bizarre que ces gens-là, je dirais entre guillemets, se lavent autant. Donc, ni vu ni connu, je récupère l'eau de pluie du toit, sans que personne ne remarque la quantité d'eau que je consomme. Bojarski avait les plans de la maison initialement avec le labo. Il a conçu un projet criminel de long terme, je pense. Une chose importante, c'est aussi Bojarski qui décide de la hauteur des murs qui cernent sa propriété. Des murs qui sont jugés assez hauts et imposants par les voisins. Ce qui leur fera dire, plus tard dans la presse, on pensait que c'était un espion. Vous écoutez Faussaire, épisode 3. Czeslaw Bojarski, 3e partie. Arrivent les années 60, les nouveaux francs vont être mis en circulation. Le Bojarski sait que son 5000 francs n'aura plus cours. Christian Porcheron, créateur du musée de la fausse monnaie. Il sait que les billets vont être ramenés à la Banque de France en masse. Donc, voulant toujours garder sa longueur d'avance, il va fabriquer des 100 nouveaux francs. En 1963, lorsque on découvre dans la circulation le billet de 100 francs, 100 nouveaux francs Bonaparte, Arnaud Manas, historien de la Banque de France. Le laboratoire, bien sûr, est immédiatement saisi et procède aux analyses. Il dresse 2 constats. Le premier, c'est qu'il s'agit vraisemblablement de la même officine qui avait fait le Terre et Mer et le Hercule et Minerve.
mais surtout que la qualité technique s'est considérablement améliorée. Et là, effectivement, les collègues, à nouveau, se rendent compte que... Philippe Ménard, commissaire général. On a affaire, sans doute, à la même équipe de malfaiteurs, parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont plusieurs. Et que cette équipe de malfaiteurs vient de s'attaquer au Nouveau Franc avec le Bonaparte qui se diffuse de la même manière, c'est-à-dire de manière complètement irradiante sur l'ensemble du territoire. La stratégie est implacable. En changeant de ville systématiquement chaque jour, Bojarski ira jusqu'à écouler une 40aine de billets quotidiennement. On peut dire que le franc, à cette époque-là, vaut quasiment 1 euro. Vaut un peu plus qu'1 euro. Donc 30 ou 40 billets de 100 francs, ça fait 3 ou 4 000 euros, ça fait quasiment 5 000 euros par jour. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même appréciable. Si le capital amassé par Bojarski est plus que conséquent, la contrepartie est délicate, et Bojarski s'épuise à arpenter le territoire français. Se plaignant de plus en plus de douleurs persistantes au dos, il commence à envisager une autre forme d'écoulement des billets. Ce changement de stratégie va le mener à sa perte. Ce jour où Antoine Dovgird, son meilleur ami, je rappelle que Dovgird a été son témoin de mariage. Jacques Briot, auteur du livre Le mystère Bojarski, vient chez lui et lui dit « J'ai des difficultés financières, est-ce que tu peux me prêter 2000 francs ?» Bojarski fait 2 choses. D'abord, il lui dit « Oui, je peux te prêter 2000 francs, mais je peux aussi te proposer quelque chose pour te soulager financièrement de manière plus durable. » Il lui montre un billet de 100 francs Bonaparte. Il dit, tu vois, ça c'est le vrai billet de 100 francs Bonaparte. Et il en montre un deuxième et il dit, celui-là c'est celui que je fabrique. Dovgird ne le croit pas. Il dit, mais non, ils sont totalement identiques. Et Bojarski dit oui. Et moi je te propose un petit travail qui n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que tu m'achètes 75 francs le billet de 100 francs. Ok ? Et les 25 francs, ils sont pour toi. Seulement, tu ne vas pas me payer avec de l'argent, tu vas me payer ce que tu me dois en bon du trésor. Il donne à Dovgird plusieurs règles. Il dit d'abord, tu rentres dans un commerce au hasard, tu ne vas jamais 2 fois dans le même commerce, et tu ne vas en aucun cas dans les bureaux de poste et dans des agences bancaires, parce que c'est là qu'ils vont renifler les faux billets. Et Dovgird a son beau-frère qui, lui, crève la faim, un certain Alexis Chouvalov. Et il dit à Alexis Chouvalov, vendeur de voitures de son état, il dit « Tu veux pas m'aider à faire ce travail-là? Je t'explique bien les 2 règles. Tu dois aller dans un commerce, mais jamais 2 fois dans le même, acheter des petites choses, et puis avec le reste de l'argent, quand t'en as assez, tu vas acheter un bon du trésor, et tu me remets ce bon du trésor. » Donc il demande l'autorisation à Bojarski de le mettre dans la combine. Bojarski dit, bon, si tu as confiance en lui, voilà, j'ai confiance en lui aussi. Donc, Dovgird et Bojarski mettent Chouvalov dans la gonfle, comme on dit. Chouvalov se dit, mais je ne vais pas obéir à ces consignes stupides, on va gagner du temps, c'est moi le plus malin, je vais directement au bureau de poste, j'arrive au bureau de poste et je dis, voilà, j'ai ici 1000 francs et je veux un bon du trésor à intérêt progressif, etc. Ils trouvent ça tellement facile. Les premiers billets qu'ils écoulent, ils n'ont aucun problème. Donc ils se disent, mais Bojarski, il exagère, ils sont tellement bien ces billets, ils sont tellement bien fabriqués qu'il faut qu'on passe à un stade un peu plus industriel. Et donc du coup, ils vont acheter des bons du trésor dans cette fameuse poste du 17e arrondissement. La police qui attend de coincer les faux monnayeurs depuis plus de 10 ans tient enfin une piste. Un homme s'est présenté plusieurs fois au même guichet de la même poste avec 10 faux billets de 100 francs. Pour Bojarski, le vent vient de tourner. C'est pas possible. À
après 15 ans d'attente, on le tient, il y a une bêtise gigantesque qui est en train de faire, etc. Et très vite, la police décide de surveiller tous les bureaux de poste des divers arrondissements où se rend Chouvalov. C'est le pivot de l'affaire. C'est le déclenchement, je dirais, de tout le système qui permet à mes collègues de l'office de l'époque de se mettre en ordre de marche et de bataille pour remonter la filière. Le 5 octobre 1963, il se rend au bureau de poste du boulevard Bessières. Et là, il y a une petite receveuse des postes, Claude Vilch, et voit vers elle arriver un jeune homme qui vient avec une liasse de 10 billets de Saint-Bonaparte et qui dit « Bonjour, j'aimerais un bon du Trésor ». Quand quelques jours plus tard, la Banque de France découvre ces faux billets, en informe la police va interroger cette Madame Claude Vilch pour lui demander si elle se rappelle de qui a déposé cette liasse. Et cette femme lui dit, c'est facile, moi j'ai vendu ces derniers jours 10 bons du Trésor à intérêt progressif. Et je me rappelle d'à peu près tout le monde, donc là ce signalement en tête, c'était il y a 3 jours avant, c'est pas si fréquent que ça. Elle se rappelle de ça. La police, à ce moment-là, va mettre partout des gens à elle devant les bureaux de poste susceptibles de pouvoir recevoir des visites qui apparemment maintenant sont fréquentes de cette personne qui écoule les billets. À l'époque, dans la police judiciaire, c'est ce qui la caractérise, c'est qu'ils sont dotés d'automobiles pour se rendre sur les lieux de commission des faits et essayer de relier les faits entre eux par rapport à des bandes de malfaiteurs et pouvoir les suivre plus facilement. Et par ailleurs, ils sont dotés que de services d'investigation qui sont composés de commissaires de police et d'inspecteurs, tous en civil. Et on l'appelle d'ailleurs la secrète. Donc ils essaient de se fondre dans le paysage pour faire leurs enquêtes. Claude Vilch est la seule à savoir que la police est sur le coup. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre une autre personne, parce que ça peut être des fois un autre caissier qui est complice. Ils ne savent pas qui est l'équipe, ils sont complètement dans le flou, hein. La police est dans le flou complet. Et Chouvalov retourne dans cette poste une 4e fois et il rachète des bons du Trésor. Et Claude Vilch, elle le reconnaît, ce personnage qui vient acheter ses bons du Trésor avec ses liasses de billets. Parce que ce n'est pas tous les jours que des gens viennent acheter des bons du Trésor avec des liasses de billets. Elle repère les billets. Elle dit, écoutez, monsieur, excusez-moi, j'ai plus de bons du Trésor, je vais vous en chercher dans l'arrière-boutique. Et là, elle informe un collègue postier, dit, écoute, voilà, j'ai un monsieur qui m'achète du bon du Trésor, est-ce que tu pourrais me le suivre et voir où il va? Parce que j'aurais besoin d'informations sur ce monsieur. Elle va donner le bon du Trésor à Chouvalov, qui s'en va, le postier le suit. Le collègue de Claude Vilch est à l'extérieur devant son petit distributeur de timbres. Il repère Chouvalov qui rentre dans sa voiture. Il relève le numéro de plaque. Et à ce moment-là, Bojarski est fini. La police, à partir de ce moment-là, elle a le beau rôle. Elle va surveiller Chouvalov, elle va le suivre dans ses autres écoulements. Elle va le voir aller au bureau de poste A, B, C, D, E. Elle se tient en contact avec la Banque de France qui confirme le fait que Chouvalov continue à écouler des faux. La question qui se pose à la police maintenant, c'est mais est-ce que c'est Chouvalov qui les fabrique? Parce qu'à la vitesse où il les écoule, elle le voit mal les fabriquer. Donc elle a comme soupçon que c'est quelqu'un qui fournit Chouvalov, que Chouvalov n'est qu'une personne qui écoule. Et très vite, elle va s'apercevoir des liens qui unissent Chouvalov à Dovgird. Ils attendent le moment propice et un beau jour, au moment où Dovgird remet des faux billets à Chouvalov, ils sont là, ils les coincent. Chouvalov et les couleurs à des faux billets sur lui, et Dovgird est en train de lui donner des faux billets, et Dovgird possède des bons du Trésor qui ont été obtenus avec des faux billets. Bon, ils vont les interroger.
tout ce beau monde va craquer très vite. Chouvalov, parce qu'il va dire qu'il a des problèmes d'argent. Dovgird dit que c'est pas lui qui les fabrique, mais que c'est son grand ami de toujours qui s'appelle Czesław Bojarski. Vous écoutez Faussaire, épisode 4. Czesław Bojarski, 4e partie. Là, on n'a pas affaire à des grands voyous. Christian Porcheron, créateur du musée de la fausse monnaie. On a affaire que ce ne sont pas des voyous de Gerd, Bojarski, Chouvalov, ce ne sont pas des voyous. Ils balancent. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit, mais écoute, tu vas sortir. Si vous dénoncez qui vous fournit les billets, vous ressortez d'ici sans aucun problème. Donc Dovgird voit tout à coup une occasion incroyable d'échapper à la prison et c'est sans hésiter qu'il balance son ami de toujours, son compatriote, son ancien témoin de mariage, Czesław Bojarski. Et là, les collègues... Philippe Ménard, commissaire général. N'arrivent pas à le croire tout de suite. Ils sont sans doute surpris parce que le circuit est tellement court qu'ils n'en reviennent pas. La police arrive à Montgeron, s'attendant à trouver Jacques Briot, auteur du livre Le mystère Bojarski. Pas seulement Bojarski, mais d'autres personnes qui sont là. Quand on arrive dans un lieu comme ça, où on a affaire à quand même un gars qui nous a occupé l'esprit pendant plus d'une dizaine d'années, déjà, on est content de le voir. On met enfin un visage sur celui qui nous a fait dépenser autant d'énergie. Benamou s'approche de Bojarski, sort sa plaque, et Bojarski dit « Vous êtes des faux policiers ». Je pense qu'il rit, mais il les laisse néanmoins pénétrer dans la maison. Et là, les policiers fouillent toutes les pièces, l'atelier. Et là, ils apprennent que Bojarski est quand même un personnage atypique. Il est architecte, il est ingénieur conseil. Ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Le problème, c'est toujours de trouver l'officine. L'officine, c'est le lieu de fabrication de la fausse monnaie. Or, ce qui se passe ce jour-là, c'est que les collègues sont sûrs d'avoir affaire à la bonne personne, mais ils ne trouvent pas l'officine. Et s'il n'y a pas d'officine, on a d'un côté les paroles de deux personnes qui désignent un individu pour avoir fabriqué des faux billets seuls, alors que les collègues à l'époque pensent qu'il y a une organisation derrière. Ça paraît très improbable. Et en plus, on ne trouve pas le matériel. Dans l'atelier qui comporte plusieurs pièces, il y a un gros coffre-fort fiché et Benamou donne l'ordre à Bojarski d'ouvrir ce coffre-fort. Il ouvre lui-même le coffre-fort et là-dedans, il y a des bons du trésor et des lingots d'or. Et là, on se dit, bon, ce gars-là qui a une surface financière modeste, il a quand même beaucoup d'argent qui est stocké ici chez lui. Donc les collègues redoublent de vigilance pour essayer de chercher dans les moindres recoins de la maison, est-ce qu'il y a une dépendance, etc., etc. Ça ne donne rien. Ils ne vont pas la trouver, cette officine. Du moins, pas tout de suite. Ils vont revenir un moment plus tard. Et là, ils sondent les murs, les sols. Et là, c'est là, en sondant les sols, qu'ils s'aperçoivent qu'à un endroit, il y a une trappe. Et là, Bojarski dit « C'est bon, je vais m'en occuper ». Il y a tout un mécanisme extrêmement astucieux. Il descend un levier, la trappe monte toute seule dans un silence absolu. Et la pièce en dessous s'illumine. Et Bojarski dit « Voilà, c'est là que je travaille ». Et les policiers descendent et découvrent, dans un agencement d'une intelligence extraordinaire, tous les outils que Bojarski a fait façonner, fabriquer lui-même. Les enquêteurs ne croient pas que Bojarski ait pu fabriquer seul ses faux billets. Pour leur prouver son génie, Bojarski va se laisser filmer, effectuant lui-même toute la chaîne de fabrication. Le fabricant, devant l'évidence, et face à des gens incrédules, de voir que c'était bien lui et que c'était un seul et même homme, il est flatté dans son ego et il explique ce qu'il a fait. Parce qu'il veut, après coup, une fois qu'il est démasqué, revendiquer la paternité de cette contrefaçon. Dans l'atelier de Bojarski,
les enquêteurs découvrent enfin l'un après l'autre ses secrets. Ils peuvent l'observer fabriquer de la pâte à papier dans une lessiveuse. Son mélange est astucieux. Une dose de papier à cigarette, du papier calque et une eau totalement pure. Bojarski est un expert et tient à le démontrer. Une attitude que l'on retrouve chez d'autres faussaires démasqués. Ils ont besoin de se faire valoriser parce qu'ils travaillent dans l'ombre et ils ne peuvent pas évoquer ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont quelque part, entre guillemets, génies, mais ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas le partager. Et le réflexe, à cette époque, des hommes du commissaire Benamou et de lui-même, c'est de scénariser cette découverte. C'est d'en faire un film. Mais un film, pas simplement pour les besoins de la communication, parce qu'à l'époque, elle n'est pas aussi développée, mais on a quand même bien conscience qu'on a affaire à quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, c'est pour les générations futures, pour les futurs policiers de la police judiciaire qui seront amenés à travailler dans la matière de la fausse monnaie, c'est pour leur montrer ce qu'on peut découvrir et comment on peut le découvrir et comment ça peut se fabriquer de la fausse monnaie. Quand on voit Bojarski fabriquer donc ces billets devant la police pour le film, je pense qu'il croyait qu'ils allaient être embauchés par la Banque de France pour rentrer au service détection des faux. Il avait peut-être ce sentiment qu'il allait être reconnu pour son talent et embauché. Tout son génie inventif, en fin de compte, a explosé ou a éclaté dans l'ombre. Et le seul moment où il rentre dans la lumière, c'est en fin de compte quand il va finir à l'ombre, quand il va finir en cabane. Mais là, il y a quelques jours où il va pouvoir lire les journaux, faire la une de France Soir. Il y a des centaines d'articles de journaux là-dessus. Paris Match en parle dans un de ses articles. Et là, je pense au fond de moi que ça a dû être un grand moment de satisfaction pour lui qui rêvait de cette gloire. Le film a bien voulu démontrer que M. Bojarski savait faire toutes les étapes de A à Z et qu'il les démontre et qu'il les commente. Parce qu'évidemment, dans la phase de jugement devant une cour d'assises, le risque, c'est toujours de dire « mais il n'a pas pu faire ça tout seul ». Et c'est d'essayer de mettre en doute l'enquête sur le fait qu'il y avait peut-être plusieurs personnes et qu'on peut ne pas mettre toute la peine sur la personne qui est dans le box, mais qu'on peut peut-être imaginer qu'ils étaient plusieurs et que donc réduire la sanction à l'égard de cette personne. Bojarski est jugé et condamné à 20 ans de prison. Il est condamné à 20, puis avec la préventive. Arnaud Manas, historien de la Banque de France. Il avait dû faire de la préventive qui devait compter double, et puis après une libération anticipée. Il est condamné à 20 ans. Vous me direz, c'est déjà beaucoup, mais pour l'époque, c'est je dirais, une peine acceptable. À l'époque, on était déjà encore à la réclusion criminelle à perpétuité. Aujourd'hui, la fabrication de fausses monnaies, c'est puni quand même de 30 ans de réclusion criminelle. Dans les crimes financiers, entre guillemets, c'est le crime le plus sévèrement puni. Le faux-monnayage est très sévèrement puni parce que c'est un crime à l'origine de lèse-majesté, c'est-à-dire c'est contre la figure de l'État, c'est un crime qui atteint la confiance publique, c'est-à-dire les fondements de la société, puisque la monnaie repose sur la confiance, et donc avec le faux-monnayage, on sape la confiance dans la monnaie et dans la société. Et il fera que 9 ans de prison. Quand je dis que 9 ans de prison, c'est beaucoup pour un personnage comme lui qui n'était pas aguerri à ça. La prison est une terrible épreuve pour Bojarski. Véritable machine à broyer les esprits faibles, l'univers carcéral va le changer radicalement. Brisé par la solitude et la monotonie du temps qui passe, il perd son génie créatif et la flamme qui l'anima, et qui fit de lui ce faussaire de génie. À sa sortie de prison, c'est bien saisi. Il retrouve son épouse Suzanne et vit avec elle dans un modeste appartement à Évry, prêté par ses beaux-parents.
En 1978, alors que M. Bojarski est sorti de prison, il part pour une escapade dans le Massif central, randonnée de marche, avec son épouse. Et alors que le domicile qu'il a dans l'Essonne est vide d'occupants, un dégât des eaux est signalé et les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir et forcer l'entrée pour essayer de trouver l'origine de la fuite. Et en bousculant des meubles et en cherchant l'origine de la fuite, ils sont amenés à découvrir une autre cache dans laquelle il sera découvert des lingots d'or, qui était une partie du trésor qu'il avait pu accumuler avec le temps dans l'écoulement de sa contrefaçon. Entre les saisies qui avaient été faites sur son patrimoine lors de sa condamnation et la découverte de ce magot, la dette qu'avait Bojarski vis-à-vis de la Banque de France est à peu près couverte. C'est probablement la première fois dans l'histoire qui a opposé les faussaires à la Banque de France qu'un contrefacteur rembourse quasi intégralement le préjudice qu'il a fait subir à l'institution. Les technologies contre le faux monnayage ayant fait d'incroyables progrès, la prouesse de Bojarski fabriquant seul ses faux billets serait aujourd'hui impossible. On hésite à admirer cet étrange personnage, génial sans doute, introverti probablement, glissant dans la spirale infernale du mensonge, de la dissimulation et de la solitude, sans que personne n'en sache jamais rien, pas même Suzanne, sa fidèle épouse. Les inventions de Bojarski auraient pu fonctionner, mais elles étaient en avance sur l'époque. Il a disparu en 2003, comme son ombre est apparu à Marseille en 1940, discrètement, solitaire, rasant les murs. Malgré tout, Bojarski demeure le plus grand faux monnayeur de tous les temps, le Cézanne de la fausse monnaie. Voilà. Alors ça, c'est le clou de la collection Bojarski. Alors ce billet a été dédicacé par Bojarski. Il a dédicacé à Albert Ducassou, donc un des inspecteurs qui l'a arrêté. Il a noté « Le faussaire du XXe siècle », signé Bojarski.